En manchette, cette semaine, la ville de Sainte-Julie lance un plan d'action jeunesse. La maison Victor-Gadebois enregistre un nouveau record lors de son 11e souper bénéfice et en camp. Le transport en commun de plus en plus accessible. Bonjour à vous tous, ici Nadia Delia. Bienvenue à l'émission Le Régional, édition du 1er novembre. Voici vos nouvelles locales et régionales. La ville de Sainte-Julie a à cœur ses adolescents. Le 20 octobre dernier, la ville était heureuse de lancer son premier plan d'action jeunesse. Et l'origine, tout d'abord, de la politique familiale. Et on voulait donner un volet tout à fait particulier aux adolescents. Question tout simplement de réalité démographique. Sainte-Julie, c'est de 3 000 à 4 000 adolescents. Ça dépend toujours si on part de 12 ans ou de 14 ans pour les statistiques, mais disons que c'est 4 000 de 12 à 18 ans, jeunes adolescents. Et ça est une augmentation de 16 % par exemple, de 2001 à 2006. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Ce plan est le fruit du travail de la Commission jeunesse et du comité technique qui avait pour mission de consolider l'engagement de la ville envers le mieux-être des adolescents. Ce fut un travail de longue haleine, mais qui nous permet aujourd'hui de rattacher aux 5 grands objectifs des actions et des projets qui viennent répondre aux besoins de nos jeunes de 10 à 17 ans. La Commission jeunesse est formée de 3 élus. La mairesse, Mme Suzanne Roy, le conseiller municipal André Lemay, qui agit à titre de président, le conseiller Henri Corbin, ainsi que le directeur des loisirs, Daniel Chagnon, et des intervenants invités provenant du milieu de l'éducation, de la santé, de la régie de police et des organismes jeunesse. Des parents et les jeunes ont également participé activement aux discussions. Voilà qu'après des sondages auprès de 800 jeunes, des ateliers, des discussions et des choix d'orientation, le plan d'action voit le jour. Celui-ci comprend 5 grands objectifs regroupant 62 actions qui s'échelonneront dans le temps. Notre objectif numéro 1, l'expression d'un leadership et d'une volonté commune de faire de la place aux adolescents. Deuxième objectif, l'ouverture des structures et des organismes en vue d'accueillir l'implication et l'intégration des jeunes aux prises de décision. Faire connaître à la population genevilloise aussi les bons coups de nos ados. On a souvent tendance à vouloir voir le vandalisme qui a été fait, les graffitis qui ont été faits, alors que nos ados font des choses merveilleuses dans la ville, des talents extraordinaires, et puis on ne le souligne pas assez. Alors on va se donner les moyens de souligner tout le travail extraordinaire et tous les ados extraordinaires que l'on a. Créer un conseil jeunesse. Pas juste un conseil jeunesse honorifique, mais un conseil jeunesse qui va discuter des dossiers qui les touchent. Un autre objectif, la reconnaissance de la valorisation des jeunes. Alors, établir un partenariat avec des compagnies pour faire des activités, pour faire connaître les activités spécialisées auxquelles peuvent participer les jeunes. Ce plan d'action a été conçu à l'image des jeunes et permettra à ceux-ci de bouger, s'informer, s'amuser, se rassembler, se cultiver, s'enrichir, participer et se prendre en main. Afin que ce plan d'action jeunesse soit une réussite, la Ville de Sainte-Julie compte sur la collaboration de tous les intervenants du milieu, tous unis pour le mieux-être de nos jeunes. Samedi dernier, à l'hostellerie Rive-Gauche, la maison Victor-Gadebois a tenu son 11e souper bénéfice et en camp. L'an dernier, l'événement avait permis d'amasser la somme importante de 390 000 $. Eh bien, ce chiffre fut dépassé. Encore une fois, la maison Victor-Gadebois a pu compter sur la grande générosité des 325 convives, des partenaires et des donateurs. Depuis 16 ans, la maison offre des soins gratuitement à des patients en phase terminale du cancer et depuis quelques années, via son site Internet, elle offre une formation continue. La maison Victor-Gadebois est un organisme sans but lucratif. Elle est reconnue à travers le Québec et nous sommes devenus avec les années une référence à tous les points de vue. Située dans un décor historique, dans la Grande Montérégie, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, la maison Victor-Gadebois s'harmonise bien avec la nature qui l'entoure. C'est d'ailleurs dans une atmosphère de tranquillité et de respect que vous pouvez découvrir ce havre de paix. Le rôle principal de la maison est d'accompagner et d'aider les malades à traverser dans la dignité et la sérénité
la dernière période de leur vie. Aussi, la maison a comme objectif de rendre les gens le plus confortables possible, tout en soulageant leurs douleurs physiques et psychologiques. La maison a vu le jour grâce au curé de l'époque Gérard Dupont. Celui-ci avait recruté Dr Galarneau afin de réaliser son rêve. Depuis, Dr Galarneau est devenu un pilier en présidant de main de maître la maison Victor-Gadebois. Depuis son ouverture, la maison Victor-Gadebois a accueilli 2660 patients. La moyenne d'âge des malades est de 65 ans et la durée moyenne du séjour est de 20 jours. Afin d'offrir ces services gratuitement, la maison a besoin de l'appui de 115 bénévoles dévoués, de personnel passionné et d'un fonds de roulement de 1,9 million de dollars par année. De ce montant, seulement 21 % est subventionné par l'État. Il est donc primordial pour la maison d'organiser plusieurs activités pour amasser du financement, dont le souper bénéfice et l'encan. Cette année, M. Denis Lafrenière, vice-président à la Fédération des caisses Desjardins des affaires région Richelieu-Yamaska, a accepté la présidence d'honneur. Celui-ci a récolté l'appui financier de 60 000 $, dont 20 000 $ de la caisse Desjardins Belleuil-Mont-Saint-Hilaire et de 30 000 $ des partenaires d'affaires de Desjardins, pour un grand total de 90 000 $. Pour une 6e année, Lorraine Duchesnay, vice-présidente et directrice de la succursale financière Banque nationale, a pris en charge l'organisation de l'encan silencieux et crié. Plus de 522 articles étaient en vente lors de cette soirée. En nouveauté, les gens ont même pu acheter via Internet. Nos donateurs, dont plusieurs sont dans cette salle, nous ont impressionnés cette année encore par leur générosité. Ils ont même battu un record. L'an passé, on avait pour 211 000 de valeur marchande sur le plancher. Cette année, on en a pour 272 000. Pour une 11e année, Hydro-Québec a remis un don substantiel de 48 000 $. Finalement, la soirée s'est clôturée avec le montant exceptionnel de... Donc, actuellement, le chiffre qu'on a sur la table, c'est 397 000 $. Mais je vais me substituer à M. McQuaid. Donc, je recherche 400 000 $ actuellement pour faire le plateau. Donc, M. Dignard va compléter à 400 000 $. Merci. Donc, on complète à 400. Merci beaucoup tout le monde. Afin de remercier les participants au souper, la Maison Victor-Gadebois a fait gagner avec la collaboration de Denis Quenneville une croisière pour 2 personnes dans les Caraïbes d'une valeur de 3 400 $. C'est une ancienne membre du CA de la Maison, Mme France Allard, qui aura la chance de s'envoler. La soirée terminée, M. Derry a eu droit à une belle surprise. Un supporter fidèle de la maison, M. Jacques Cook, lui a remis 10 000 $ supplémentaires. L'événement a permis d'amasser un grand total de 410 866 $. Les usagers du transport en commun peuvent se réjouir. La ministre des Transports, Mme Julie Boulet, a annoncé une augmentation de 25 % au programme d'accroissement des services de transport en commun dans le cadre du Fonds vert. D'ici 2011, ce nouveau financement permettra à l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, et aux conseils intermunicipaux de transport, dont celui de la Vallée du Richelieu et celui de Sainte-Julie, de mettre en place des ajouts de services et des mesures concrètes. Pour la période 2006-2011, les CIT ont prévu à l'intérieur du Fonds vert des accroissements de services à la hauteur de 87 % par rapport à l'offre de services de 2006. Cet argent permettra une augmentation de services de près de 60 % dans certains cas. Pour l'AMT, cette annonce du gouvernement du Québec rendra possible l'ajout de 80 nouveaux départs de trains hebdomadaires pour les trains de banlieue dès janvier 2009, dont 30 départs sur la ligne Mont-Saint-Hilaire-Montréal. À cela s'ajouteront 2000 nouvelles places dans des stationnements incitatifs à travers le territoire de l'AMT. Cette annonce fait suite aussi à des négociations importantes avec les compagnies ferroviaires, Canadien Pacifique et Canadien National, afin de libérer des créneaux horaires en heure de pointe et hors pointe et à la location et à la restauration de matériel roulant qui provient du New Jersey Transit. La conjoncture actuelle favorise grandement l'augmentation de l'achalandage dans les transports collectifs. La variation du prix de l'essence, la congestion routière et une sensibilisation de plus en plus grande de la population face à la dégradation de notre planète jouent un rôle important. Dimanche 19 octobre, la Ville de Belleuil a invité les nouveaux arrivants à un brunch d'accueil pour leur souhaiter la bienvenue et faire connaître les différents projets et le personnel. Durant les 5 derniers mois, 211 nouvelles familles se sont installées à Belleuil.
Pour une deuxième année, le maire de Belleuil, M. Réal Janotte, accompagné des conseillers municipaux et des directeurs de services, est heureux d'accueillir des nouveaux résidents dans la grande famille. Nous pouvons réussir à former une grande famille avec des valeurs et des orientations communes. Il est important d'apprendre à mieux nous connaître et à sortir de l'anonymat et à créer des liens. Je souhaite que vous sentiez rapidement chez vous à Belleuil, que vous développiez des racines profondes. En plus de faire connaissance, M. Janotte a présenté les différents projets en cours et les grandes réalisations de la ville, dont le développement commercial et résidentiel, les différentes politiques familiales et culturelles, les plans d'action en matière d'environnement et de loisirs, les travaux d'infrastructure sur la rue Saint-Jean-Baptiste et bien plus. Lors de ce brunch, les participants ont été très gâtés par la Chambre de commerce et de l'industrie de la vallée du Richelieu. La directrice de la Chambre, Mme Anne Durocher, a remis à chaque famille une trousse d'accueil. C'est plus de 30 entreprises, commerces qui se sont réunis pour vous offrir cette trousse, une superbe trousse d'accueil, la voici, d'une valeur de près de 1 000 $. La Chambre de commerce désire par cette trousse et ses rabais inviter les nouveaux arrivants à découvrir les commerces et événements de la région. De plus, la trousse comprend une panoplie d'informations générales sur la ville. Bienvenue à Belleuil. La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, accompagnée des conseillers municipaux, était heureuse de dire un gros merci à tous les organismes communautaires, sportifs et culturels qui font de la ville de Sainte-Julie la ville du bonheur. Le bénévolat, même s'il n'est pas rémunéré, est d'une richesse extraordinaire pour la ville de Sainte-Julie. Le travail que vous faites tout au long de l'année est essentiel pour toute la population, que ce soit au niveau communautaire, socio-communautaire, dans les loisirs. C'est important ce que vous faites. Et ce soir, c'est notre façon de vous donner une petite tape dans le dos pour vous encourager. Vous dire merci de le faire, mais vous encourager aussi à le continuer. Pour une 27e année, la Ville est heureuse de partager la somme récoltée lors du tournoi de golf bénéfice de la mairesse à des organismes qui font la différence dans la communauté. Cette année, le tournoi a eu lieu le 21 mai au club de golf de la vallée du Richelieu et a attiré plusieurs golfeurs heureux de jouer pour la cause. Contre toute attente, le tournoi a permis d'amasser 38 000 $, soit 3 000 $ de plus que l'an dernier. Ce montant permettra d'aider financièrement 26 organismes et en nouveauté 2 artistes peintres via le Fonds d'aide culturelle, Mme Joanne Côté et Anne Drouin. Cette dernière a la chance de s'envoler et d'exposer à Paris avec un groupe d'artistes du Québec. Grâce à cette aide financière, les organismes pourront poursuivre leur mission et offrir des services de qualité aux citoyens de Sainte-Julie. Mercredi 22 octobre, le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire était fier de dévoiler une plaque commémorative en bronze soulignant l'engagement des citoyens de Mont-Saint-Hilaire dans la protection des milieux naturels. Grâce à leurs efforts, vous pouvez admirer les falaises de notre montagne et contempler le panorama saisissant de la vallée du Richelieu. Les citoyens du secteur et de Mont-Saint-Hilaire ont travaillé fort pour conserver cet endroit et créer le parc Savoie qu'on connaît aujourd'hui au pied de la Grande Falaise. En 1998, après une bataille de quelques années, dans le fond, la ville de Mont-Saint-Hilaire acquiert les terrains de l'ancien foyer Savoie. Une première prise de conscience qu'on doit revoir notre façon de faire du développement à Mont-Saint-Hilaire. Par la suite, le Centre de la nature et la ville de Mont-Saint-Hilaire entreprennent un projet qu'on appelle le comité périmètre pour revoir le développement, mais dans tout le Piémont et adopter des nouvelles normes. Entre-temps, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement nous aide à commencer à remettre à l'état naturel les terrains du foyer Savoie. Puis on termine une première phase, puis on récidive cette fois-ci, mais dans tout le Piémont, un peu comme si la Fondation est toujours là pour venir nous prêter main forte. Après notre prise de conscience, vient le temps de mettre l'épaule à la roue puis de faire les choses différemment. Plusieurs initiatives ont été posées. Avec la collaboration d'une centaine de bénévoles, plus de 3 500 arbres ont été plantés, des panneaux d'interprétation ont été installés, 3 mares ont été créées afin d'aider les grenouilles, salamandres et la nature à reprendre leur place et des sentiers non balisés ont été fermés et reboisés. La remise à l'état naturel du site a été financée par la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. Nous, à la Fondation, ce qu'on essaie de faire, c'est soutenir des gens qui protègent des milieux naturels. Donc, il faut qu'évidemment il y ait un réel gain pour l'environnement, mais on a une grosse insistance sur le fait qu'il faut que ce soit fait
avec un ancrage dans la communauté locale. Parce qu'on croit très très fort que conserver les milieux naturels, les protéger, les transmettre, comme c'est très bien dit ici, il faut que ce soit fait pour et par les gens qui sont directement concernés. Le Piémont joue un rôle écologique important de tampon entre le Mont-Saint-Hilaire et les développements domiciliaires. Voilà un site qui demeurera en harmonie avec la nature. Découvrez ce lieu naturel au coin des rues Campbell et Radisson à Mont-Saint-Hilaire. Le service de formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe était fier d'inaugurer son bureau de reconnaissance des acquis. La reconnaissance des acquis et des compétences est un moyen qui permet d'évaluer et de faire reconnaître officiellement ce qu'une personne connaît ou sait faire, peu importe où, quand et comment elle a acquis ses compétences. Selon la directrice des études au Cégep, Carole Lanouville, ce processus repose sur des principes, notamment sur le droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et sur le fait qu'une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà. Ces services s'adressent aux personnes qui veulent obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences par le ministère, compléter un programme déjà amorcé, accélérer et optimiser leur cheminement professionnel et mieux identifier les choix qui s'offrent à eux. Le Bureau de reconnaissance des acquis a à cœur le développement professionnel et l'accès à la formation continue, particulièrement dans un contexte où de nombreux secteurs vivent une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Des services de reconnaissance des acquis sont actuellement offerts, tels que l'attestation d'études collégiales en bureautique, efficacité énergétique, gestion de commerce, ainsi que techniques d'éducation à l'enfance. La fin de semaine du 18 et 19 octobre, l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud a tenu son expo-concours au Centre Marcel Dulude à Saint-Bruno de Monterville. Cette 5e édition a réuni 75 artistes des 300 membres de l'association. Depuis 3 ans, les artistes amateurs, semi-professionnels et professionnels doivent présenter leur dossier d'artiste devant jury externe afin d'être sélectionnés pour l'expo-concours. Cette année, l'artiste invité fut l'artiste peintre de Belleuil, Serge Babeu. M. Babeu est le cofondateur et enseignant de l'atelier de peinture Harlequin de Sainte-Julie. Près de 1100 visiteurs sont venus admirer les tableaux des artistes peintres de l'association fondée il y a plus de 26 ans. 44 œuvres pour une valeur de 14 000 $ ont été vendues lors de cette fin de semaine. Dans le cadre de l'expo-concours, l'Association des artistes peintres a remis 10 prix pour une valeur totale de 1 350 $. Le premier prix, accompagné d'une bourse de 500 $, a été remporté par l'artiste de La Prairie, Hélène Beauchamp. Le deuxième prix est revenu à l'artiste Denise Fauché de Montréal. Celle-ci s'est méritée une bourse de 300 $. Finalement, le troisième prix et une bourse de 200 $ ont été gagnés par un artiste de d'Israélie, Serge Nadeau. De plus, 7 mentions honorifiques de 50 $ ont été remises à des artistes qui se sont démarqués lors de l'expo-concours. Francine Leroux, Diane Malo, Odette Patnaud, Véronique Landry, Marie-Paul Barollet, Suzanne Laure et Daniel Théroux. Vous pouvez visiter la galerie virtuelle de l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud sur le nouveau site Internet www.aapars.com. Couleurs vives, jeux de lumière et bonheur d'enfance, voilà ce que reflète l'exposition Images et mots de l'artiste peintre de Belleuil, Suzanne Perrault. Cette exposition solo a été présentée du 22 au 26 octobre au Centre culturel de Belleuil. L'exposition Images et mots a été préparée en collaboration avec l'atelier d'écriture littéraire Les mots d'argile. Sous la direction de Marie-Claire Laberge, les plumes de 8 femmes merveilleuses ont répondu à l'appel des pinceaux de l'artiste Perrault. Le tout a été rassemblé dans de magnifiques cartes. Il s'agit de la première exposition de Madame Perrault. À travers son style candide, confiant et simple en nature, Madame Perrault met sur toile des moments pris en photo. Ses œuvres sont de style figuratif contemporain, mais elles tendent d'une certaine façon vers l'art abstrait parce que le rêve prend souvent le dessus sur la réalité. Voilà une exposition qui met de la couleur dans nos journées grises d'automne. Lundi 20 octobre, avant la séance du Conseil, la Ville d'Otterburn Park était fière d'annoncer la signature d'un protocole d'entente entre la Ville et le club de canotage d'Otterburn. Cette entente fait suite à celle que la Ville a signée avec les villes voisines il y a quelques semaines, concernant d'une part le développement d'un nouvel volet d'initiation et de la pratique du sport de canotage pour les enfants et les adultes de la région, et d'autre part, pour un partage équitable du financement des infrastructures et des équipements du club. Cette entente est le résultat de 2 ans et demi de discussions entre les parties.
Le maire Chaffrotte se disait très heureux du développement des activités nautiques dans une perspective régionale. Cette association est une étape importante dans l'amélioration des services offerts aux citoyens de la région. Depuis 1921, le club de canotage Otterburn fait la renommée de la municipalité. Cette entente concrétise le désir du conseil municipal de maintenir la tenue d'activités sportives de qualité dans la municipalité. Depuis plusieurs années, la ville d'Otterburn Park soutient financièrement et en service de ressources humaines le club. Lors de cette signature de protocole d'entente, le maire a tenu à réitérer son appui au club. En reconnaissance et hommage pour les efforts mis par les représentants du club, la ville d'Otterburn Park a décidé de marquer cette cérémonie en consacrant une somme de 7 000 $ pour l'achat de nouveaux canots. Le commandeur du club, M. Michel Ducharme, était très heureux de cette belle surprise et a remercié la ville en tant que fidèle partenaire. En somme, cette entente et cette nouvelle aide financière permettront au club d'améliorer son offre de services régional de canoë-kayak. La route verte entre Varennes et Sorel sera complétée. 13,4 millions de dollars seront investis par Québec dans le développement de cette section de la piste cyclable. C'est ce qu'a annoncé récemment la ministre des Transports du Québec, Mme Julie Boulet. Selon la préfète de la MRC de la Jemeraie, Mme Suzanne Roy, l'aménagement d'une piste cyclable est une merveilleuse nouvelle qui permettra éventuellement aux amateurs de vélo de circuler sur le territoire et en découvrir les richesses. Pour les maires de Verchères, Varennes et Contrecœur, cette piste attirera de nouveaux touristes dans la région puisque le vélo-tourisme gagne en popularité. Voilà une façon saine et écologique de découvrir la beauté du fleuve et des paysages. La route verte s'inscrit pleinement dans la perspective de développement récréo-touristique de la MRC de la Jemeraie. Le football est à l'honneur à l'école secondaire Polybelle de Belleuil. La fin de semaine des 18 et 19 octobre, l'Association de football des Pirates était heureuse de recevoir 7 équipes, soit près de 140 joueurs de différentes associations régionales pour le Jamboree Titan de la Ligue Montréal Métro. Ce tournoi réunit des jeunes footballeurs âgés entre 6 et 7 ans, dont les deux équipes des Pirates, Titan 1 et Titan 2. Ces jeunes ont pris plaisir à participer à ce grand rassemblement. L'événement fut un succès grâce à la collaboration de plusieurs parents bénévoles et aux joueurs Pee-Wee 3A qui ont accompagné ces jeunes tout au long de la journée. Durant cette fin de semaine, les séries éliminatoires ont débuté pour quelques catégories. Dans la catégorie Moustique 3A, les Pirates ont blanchi les Vikings 16-0. Dans la catégorie Pee-Wee 3A, les Pirates ont remporté le match par la marque de 32-7. Chez les Pee-Wee 2A, les Pirates ont aussi gagné la partie face aux Grizzly Pâles 50-18. Ces trois équipes ont remporté leur demi-finale à la maison. Malgré plusieurs efforts, les équipes Atome et Moustique 2A se sont inclinées en demi-finale. La fin de semaine du 25-26 octobre, les Pirates ont été l'hôte de 3 finales dues à leur première position au classement général. Les Moustiques 3A ont remporté la finale 16-6 face à l'équipe de Boucherville et ont remporté le championnat de la Ligue Montréal Métro. Ils disputeront la grande finale contre les gagnants de la Ligue North Shore samedi 9 novembre au stade Percival Molson. De plus, lors de cette fin de semaine, les joueurs de la catégorie Bantam ont débuté leur série éliminatoire. Les Pirates Bantam 2A ont remporté leur demi-finale 20-14 face à Laval-Nord. La saison est maintenant terminée pour les équipes Pee-Wee 2A et Pee-Wee 3A qui se sont inclinées devant leurs adversaires, de même que l'équipe Bantam 3A. Félicitations à tous les joueurs et entraîneurs pour la belle saison. Le grand jour est finalement arrivé. Le nouveau CLSC des Patriotes situé au 300 boulevard Serge Pépin à Belleuil ouvrira ses portes ce lundi. Ces nouveaux locaux, beaucoup plus vastes, permettront d'accueillir les équipes et les services qui étaient situés auparavant dans 2 édifices différents, dont un à Belleuil et un à Mont-Saint-Hilaire. Ainsi, l'accès aux services et aux soins de santé sera facilité. Seul le centre de prélèvement sera temporairement fermé le lundi 3 novembre et reprendra le mardi 4 novembre. Prenez note que le numéro pour joindre les services du CLSC sera le 450-536-2572. De plus, le CLSC des Patriotes bénéficiera d'une desserte quotidienne en transport collectif par le circuit local 7-8 desservant Belleuil et McMasterville. En janvier, d'autres municipalités offriront le circuit. Consultez le site www.citvr.ca. Il est maintenant temps de mettre votre antivirus à jour. La campagne de vaccination contre l'influenza, la grippe saisonnière, débutera le 10 novembre prochain jusqu'au 5 décembre.
Le C3S Richelieu-Yamaska vous attend au centre l'Argile-Bleue à Mont-Saint-Hilaire du lundi au vendredi de 13h à 20h. Le vaccin contre l'influenza saisonnière est gratuit et recommandé pour les personnes suivantes: enfants de 6 à 23 mois et leurs proches, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes souffrant de maladies chroniques et leurs proches, ainsi que les femmes enceintes. Cette campagne de vaccination s'adresse également à toute la population. Cependant, des frais de 20 $ en argent comptant seront demandés. La Ville de Saint-Basile-le-Grand entend concrétiser ses orientations concernant l'avenir du site de compostage situé sur la montée Robert. Le ministère de l'Environnement du Québec, responsable de son exploitation, et CSI Environnement, gestionnaire du site, ont été dûment informés des irritants vécus par les citoyens de Saint-Basile-le-Grand. La Ville a reçu la confirmation de leur part du respect de 2 conditions établies, soit refuser les biosolides, c'est-à-dire les boues d'usine d'épuration, et de contrôler, s'il y a lieu, les odeurs. La Ville est toujours en pourparlers quant aux autres exigences fixées afin de prendre une décision pour le meilleur intérêt de la collectivité. En terminant, les différents organismes de la région subventionnés par Centraide Richelieu-Yamaska vous invitent à jouer aux quilles au profit de Centraide. Le quilloton aura lieu samedi 8 novembre de 10h à minuit au salon de quilles Lantrac à Belleuil. Encore cette année, les joueurs pourront opter pour les grosses ou les petites quilles. Aidez les gens qui aident des gens. Réservation 450-467-93-73. Dimanche 9 novembre à 16h à l'église, la Maison de la Culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous propose un concert lumineux pour chœur, soprano et orgue intitulé Requiem avec le chœur L'Art Neuf. Au programme, les plus beaux extraits du Requiem de Mozart et de John Rutter. Le concert est gratuit. Information 450-787-3116. Voilà ce qui complète l'émission Le Régional. N'oubliez pas de reculer vos horloges dans la nuit de samedi à dimanche. Nous revenons à l'heure normale. Bonne semaine! Go, Alexandre!